Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Nous parlerons développement avec la piste longue en question, visite officielle, Darmanin est attendu à Mayotte, fait divers, social avec la grève à la MDPH et nous finirons en agriculture. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, développement avec cette question, y aura-t-il une piste longue à Mayotte? C'était en tout cas une promesse du président de la République Emmanuel Macron alors en visite sur notre île en 2019 avec les premiers coups de pelle prévus avant la fin de son premier mandat. Mais force est de constater que rien ne s'est passé. Le dossier est aujourd'hui au point mort, personne ne sait où sera construite cette piste longue. Au cours du déjeuner du président de la République avec les élus ultramarins la semaine dernière, la députée Estelle Youssoufa en avait profité pour interroger le président sur la piste longue. Ce dernier a surpris tout le monde en répondant « J'ai compris qu'il y avait une deuxième option en grande terre et que les élus locaux n'étaient pas tous d'accord, qu'il y avait des débats. » Fin de citation. Cela fait 30 ans que l'on parle de ce projet de piste longue à Mayotte. Sa réalisation en grande terre avait été abandonné une première fois avant de subitement refaire surface du côté de Bouyouni pour, disait-on, consolider le projet de Petite Terre. Aujourd'hui encore, la DGAC fait état d'un début des travaux en 2026, mais avec le prétexte des débats entre les élus, rien n'est moins sûr. Et pendant ce temps, les visites officielles s'enchaînent et se ressemblent. En effet, comme l'avait annoncé le président de la République à l'occasion de sa réception à l'Élysée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu à Mayotte pour les premiers jours de novembre. À cette occasion, les deux députés de Mayotte avaient particulièrement sensibilisé le président de la République sur la multicrise que traverse notre île, ballottée entre crise de l'eau, remontée de l'insécurité, crise de l'éducation nationale, etc. Le président de la République a alors demandé au ministre Gérald Darmanin de se rendre à Mayotte dans les prochains jours pour se rendre compte par lui-même des problématiques. Ce sera sans doute l'occasion pour lui de préciser les modalités de distribution de l'eau à l'ensemble de la population. L'occasion sans doute également pour les collectifs de le saisir sur la lutte contre l'immigration clandestine, la rupture dans la continuité pédagogique à cause de la crise de l'eau, ainsi que l'insécurité chronique. Et comme on dit chez nous, Jishtema, insécurité à présent avec ces petits arrangements communautaires autour du viol d'un enfant de moins de 15 ans. Ces dernières années, les langues se délient de plus en plus à Mayotte sur les affaires de viol, même s'il demeure encore difficile pour les victimes d'aller au bout de leur reconstruction à cause des arrangements entre adultes, sans doute pour éviter à la famille la honte. C'est notamment ce qui est arrivé à cette jeune fille de presque 15 ans qui habite à Tsunzu. Après une soirée entre amis, la jeune fille décide de rentrer chez elle. L'un des amis présents lui propose de la raccompagner pour être en sécurité. Évidemment, rassurée, la jeune fille accepte. Mais sur le chemin du retour, le jeune homme la pousse dans la forêt avant de la violer et l'abandonner nue. Raccompagnée par une autre personne, la police a été appelée. La jeune fille a été prise en charge pour des examens médicaux qui ont confirmé le viol. La jeune fille a raconté à sa famille ce qui s'est passé. La famille s'est rapprochée des parents de l'agresseur pour régler les comptes. Finalement, la jeune fille changera totalement de version en affirmant que l'agresseur n'était pas celui désigné en premier, mais un inconnu. Si son statut de victime est reconnu grâce aux examens médicaux, elle ne pourra malheureusement jamais obtenir réparation en dehors des arrangements familiaux. Social pour la suite de ce journal avec le début de la grève à la MDPH. Cela fait 3 semaines que les agents de la MDPH sont en droit de retrait pour protester contre leurs conditions de travail. Ce lundi 23 octobre, 12 agents sur les 28 que compte la structure se sont mis en grève pour continuer leur protestation. 4 autres agents sont en arrêt maladie. Pour rappel, c'est depuis le 5 octobre dernier que le mouvement social a commencé. Les agents dénoncent un climat délétère, la non-prolongation du contrat de la directrice de l'établissement, un manque de personnel important qui cause un surplus de travail pour les personnels en poste. Ils disent, je cite, « On est invisible face aux élus, invisible face à la population
population invisible face à tout le monde. Fin de citation. Les agents demandent une meilleure écoute, plus de considération de la part du vice-président du conseil départemental, Madi Velou. Le mouvement semble s'enliser et il devrait perdurer, un mouvement qui pourrait même remettre en question la survie de la MDPH. Je vous propose de clôturer cette édition en agriculture avec notre département qui pourrait être placé en état de calamité agricole. Alors que la crise de l'eau fait rage à Mayotte avec toutes les difficultés qu'elle entraîne dans de nombreux secteurs, il y a une dizaine de jours, les principaux syndicats agricoles s'étaient entretenus avec les autorités de la DAAF pour demander le lancement de la procédure de classement de Mayotte au titre de la calamité agricole. La réunion était quasiment passée inaperçue, néanmoins il se pourrait que les syndicats agricoles aient été entendus. Comme le veut la procédure, les spécialistes sont actuellement en train de visiter les parcelles agricoles. Dans une dizaine de jours, un compte rendu exhaustif sera réalisé, ce qui permettra la déclaration officielle de l'état de calamité agricole. Cette déclaration permettra évidemment l'ouverture du champ des aides financières pour les agriculteurs. Alors, petite nouvelle sur le front de l'insécurité et des violences. Hier soir, ça a dégénéré à Kaweni, du côté de Bandrajou, où les forces de l'ordre sont intervenues pour séparer les belligérants et les repousser, comme d'habitude, dans les hauteurs. Ça a été chaud également à Cavani, du côté de Massimoni, avec là encore, comme d'habitude, des groupes de jeunes qui s'affrontent. Et surtout, quand vous discutez avec les habitants de Cavani, un nouveau phénomène qui se met en place sur ce village, c'est des groupes de jeunes d'une vingtaine à peu près qui tiennent en fait l'angle de deux rues et qui sont menaçants et forcément font peur à la population qui habite sur place. Donc c'est un changement dans la configuration des villages, à voir si c'est pareil à Kaweni et ailleurs. En tout cas, à Cavani, il y a plusieurs témoignages convergents qui font état de la présence de bandes toute la journée sur des points qu'on pourrait appeler de stratégiques pour guetter sûrement et puis attendre les ennemis du moment pour pouvoir mieux s'opposer à eux. Et puis bien évidemment Pamandzi, où des barrages enflammés ont été dressés hier soir en début de soirée, ce qui a affolé bien sûr la population. Et puis fin d'après-midi, Combani-Mirérény, les assaillants, alors je ne sais pas vous dire si ce sont ceux de Combani ou de Mirérény, ont pris une voiture, l'ont poussée juste après le pont et c'était une voiture blanche et l'ont incendiée. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est les jeunes, sont en vacances, savent pas quoi faire et s'occupent comme ils peuvent, ou bien c'est pour dire bienvenue à Gérald Darmanin qui sera chez nous dans peu de temps. Comment il faut comprendre tous ces mouvements un peu identiques qui se produisent plus ou moins tous en même temps, en différents points de l'île? Moi, ce que je note, c'est que ça s'est produit quasiment en même temps, programmé quasiment en même temps. Les forces de l'ordre avaient force à faire puisqu'ils devaient en fait assez réactifs et aller là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus ou moins calme. À l'heure où on parle, c'est plus ou moins calme, heureusement. Mais voilà, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que c'est programmé? Est-ce que c'est organisé? C'est ces questions-là qu'il faut aussi se poser. Et oui, et vous le disiez, les jeunes, pendant les vacances scolaires, il n'y a peut-être rien à faire. C'est une occupation, malheureusement. Et il faut trouver, en fait, c'est pour ça qu'on crie de pouvoir mettre en place des infrastructures pour pouvoir occuper les jeunes. Moi, ce que je vois, c'est que pendant la période scolaire, le désordre est surtout sur les routes. Quand les élèves ils vont dans les établissements et quand les élèves ils sortent des établissements, donc c'est surtout le jour. Et puis en période de vacances scolaires, c'est la nuit. Voilà, c'est exactement, ce que l'on peut voir. Donc, il y a cette question-là. Il y a aussi, comme le dit Cassandra, la question de toute l'organisation. On voit que c'est chronométré. Les attaques sont chronométrées, mais c'est pas nouveau, ça fait depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'avant, on voyait que c'était 1-2 villages qui pétaient en même temps.
Et puis là, on voit vraiment qu'il y a une multitude de points où ça devient chaud. Avant, on avait des gros regroupements sur 2-3 points. Maintenant, on a des mini-regroupements un peu partout, ce qui permet de pouvoir disperser en tout cas les forces de police et disperser aussi la force d'action de l'État. Et donc forcément moins d'efficacité puisque les effectifs sont éparpillés sur le terrain. C'est quand même très inquiétant parce que s'il y a une coordination et une volonté de tester, souvent on sait bien qu'on teste ces forces, ça veut dire que toutes ces bandes de jeunes sont capables de semer le chaos. Oui, tout à fait. Ils ont une marge de manœuvre qui est assez excessive. Et puis, on voit qu'il y a vraiment toute une... pour eux, une possibilité d'adaptabilité. On en parlait en off, l'adaptation, excusez-moi. Ça, c'est parce que vous êtes gaucher. Parce que je suis gaucher. Je ne suis pas le seul, on est majoritaire sur ce plateau. Mais donc, calmez-vous, Anne. Je lève la main gauche. Voilà, mais donc je ne suis pas adaptable. Voilà, vous n'êtes pas adaptable. Non, mais voilà, mais on voit vraiment que les jeunes, ils s'adaptent vraiment par rapport à la situation. Les forces de police ont augmenté, en tout cas sur les territoires. On a eu des escadrons en plus, et puis eux aussi, ils se sont adaptés à la situation. Donc, c'est ça qui est vraiment inquiétant, et se dire qu'en fait, cette question d'adaptation, elle est quasiment illimitée. Est-ce que c'est la question de l'adaptation, ou est-ce que ce sont les nouveaux chefs de réseau qui sont en train de tester de nouvelles méthodes et de constater que ça marche, et qui donc derrière vont être capables de mettre au point des techniques beaucoup plus abouties? Moi, en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est que, on le sait bien, ils testent leur manière de faire, et une fois que la logique est mise au point, on fait des assauts coordonnés. C'est terrible. Moi, personnellement, je trouve ça très inquiétant. C'est pénible quand Cavani s'enflamme, quand Kawéni s'enflamme, quand Tsararano s'enflamme, mais quand tout le monde s'enflamme en même temps, moi, je me dis qu'il y a des tas de raisons. Ce que vous dites, d'ailleurs, Christophe, très souvent sur ce plateau, il y a des chefs au-dessus des bandes de Kawéni, des bandes de ceci, des bandes de cela, et que ces personnes-là sont en train d'élaborer des stratégies pour anéantir la société. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, et puis rendre les jeunes complètement suicidaires, parce que les jeunes qui s'affrontent, ils se ramassent un coup de parpaing sur la tête pour toute leur vie, ils ont des séquelles, et quand vous avez des séquelles à l'âge de 13 ans, 18 ans, 20 ans, il vous reste encore 30, 40, 50 ans à vivre, pendant 30, 40, 50 ans, vous avez des séquelles physiques ou motrices ou psychologiques, donc voir la mort, tout simplement. Aussi trouver la mort. Donc oui, il y a ce suicide-là de ces jeunes, il y a le suicide aussi de la société. Moi, je trouve ça très inquiétant. O-News Radio sur outremernews.fr.